Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet assez brûlant. J'ai longtemps hésité à faire ce sujet parce que je me disais que mes idées n'étaient pas assez très bien claires. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider de ce que je pense là-dessus. Donc, n'hésitez pas en fin d'audio d'écouter, bien sûr, certains passages et de mettre en commentaire votre ressenti. De toute façon, le but n'est pas d'être d'accord à 100% avec ce que je vais dire, mais simplement, je vous livre en fait mes impressions sur ce constat amer que j'ai pu faire sur cette question de la crise silencieuse de la masculinité que personne n'ose nommer. Je nomme derrière cette expression en fait tout simplement l'homme en voie d'extinction, surtout dans la culture et la domination, dans la sphère occidentale. On va plutôt préciser dans ce sens. Note préliminaire déjà, en fait, je aimerais préciser une fois de plus que à certains égards, ce n'est pas simplement une simple opinion, mais le résultat d'années d'observation, d'analyse de données et de centaines de témoignages recueillis auprès d'hommes de tout horizon. Et le contenu que je m'apprête à vous délivrer, aussi bien sûr, à certains égards, risque de déranger profondément certaines personnes. Le but n'est pas, une fois de plus, d'être d'accord à 100%, mais de toute façon, l'idée, c'est d'aller dans un point de vue de débat. Donc, dans l'analyse que je fais, cela remet en question des certitudes ancrées dans le discours contemporain. Et je ne vais pas épargner un courant idéologique et je ne cherche pas à aménager en fait des sensibilités. Donc, j'aimerais quand même préciser cela. Et je ne prétends pas aussi détenir la vérité absolue, mais simplement offrir une perspective que la bien-pensance contemporaine s'efforce de réduire au silence. Si vous recherchez un contenu qui reconforte vos convictions préexistantes, cet audio n'est pas fait pour vous. Ok? Par contre, si en revanche vous êtes prêt à questionner les narratifs dominants sur la masculinité moderne, on peut poursuivre et poursuivre votre écoute avec entendement, avec un point critique, avec une valeur ajoutée à ce que je vais dire. D'accord? Alors, pour bien inscrire mon propos, je vais prendre une situation un peu anecdotique qui va peut-être euh, circonscrire la suite de ce que je vais dire. Par exemple, si on prend aujourd'hui, donc imaginez un instant que vous êtes un jeune homme de 15 ans aujourd'hui. Donc, quelque part, vous êtes né donc, dans les années 2010 à peu près. Vous avez grandi bombardé de messages contradictoires de toutes parts. La masculinité, donc en gros, on vous a rabâché le fait que la masculinité est toxique. Je parle là pour la nouvelle génération. On vous rabâche le fait que la masculinité est toxique, mais soit un vrai homme en même temps. On vous dit également que les hommes ont tous les privilèges, mais les taux de suicide masculin explosent. Ça, c'est ce que l'on constate dans les faits. D'autre part, ici, on vous dit quoi? On vous dit sois vulnérable. Au petit garçon, on lui dit sois vulnérable, mais pas faible. Sois fort, mais pas menaçant. Prends ta place, mais pas trop. Vous voyez que ça, c'est le genre de phrase que l'on bombarde l'esprit du petit garçon, du jeune homme, et il grandit ainsi avec cette idée-là. Et aujourd'hui, quand même, dans l'ère moderne dans laquelle on se trouve, je pense que on n'entre pas à fond dans l'analyse de ce constat, de ce parallèle. Et j'aimerais encore une fois de plus dire que je ne suis pas là pour vous réconforter avec des platitudes, ni pour défendre un camp dans la guerre des sexes, ni pour ressusciter en fait une masculinité d'un autre temps. Non, je suis là pour déchirer le voile des hypocrisies qui entourent cette question et explorer une vérité que notre société refuse obstinément de reconnaître. Nous traversons la plus profonde crise de l'identité masculine de l'histoire moderne. Je pense, en tout cas. Dans ce que je vais dire, en fait, certaines personnes, comme je l'ai dit, donc que ce soit du courant féministe, les traditionalistes ou masculinistes, certaines personnes ne vont pas se retrouver dans mes propos. Parce qu'évidemment, la vérité dérange tous les camps idéologiques quand on essaye quand même de trouver un point de vue nuancé. Je pense que la vérité se trouve toujours
dans une intersection d'idées assez constructives. Je pense sérieusement à cette accession-là, en fait. Le fait de ne pas s'enfermer dans des certitudes, en fait. Le fait d'aller affronter la complexité de la crise, la complexité des questions. Alors, sans plus tarder, attachez vos ceintures. On va commencer donc effectivement ce que moi je qualifie en première partie, en fait, l'homme impossible, le piège des injonctions contradictoires par rapport à ce que je vous ai fait comme étalage en préambule précédemment. Sur le fait que quoi? Je vous donne une évidence par exemple. Donc commençons par l'évidence que tout le monde refuse de nommer. Être un homme aujourd'hui, c'est naviguer dans un champ de mine d'injonctions paradoxales qui crée une équation impossible à résoudre. En termes de paradoxe, il y a le paradoxe de la puissance et de la vulnérabilité. D'un côté, on vous dit d'être puissant et de l'autre côté, en même temps, on vous dit d'être également vulnérable. Donc, c'est assez très clair. Hein. Il y a l'injonction persistante à incarner une forme de puissance, de protection et de provision. Le fameux modèle des 3 P qui continue à définir implicitement l'attractivité masculine. D'accord? Puissance, protection et provision. Qu'on le veuille ou non, les études montrent que les attentes envers les hommes concernent leur capacité, enfin, on est vraiment basé là-dessus, hein, concernant leur capacité à protéger et à fournir, n'ont pas fondamentalement changé. On va toujours juger l'homme, quelles que soient les époques, sur ces 3 P, en fait, donc sur ce triptyque que sont la puissance, la protection et la provision. Prenons un exemple très concret. Prenez n'importe quelle étude sur les critères de sélection des partenaires masculins sur les applications de rencontres. C'est quand même assez révélateur. Hein. Le statut socio-économique, la taille et les signes de dominance physique restent des facteurs déterminants, malgré tous les discours sur l'évolution des critères d'attractivité. De l'autre côté, l'injonction contemporaine à la vulnérabilité émotionnelle, vous savez, l'intelligence émotionnelle, etc., et à la déconstruction de sa masculinité. Donc, dans le monde du marché, parce que c'est un marché, en fait, donc de rencontres à travers notamment le prisme des applications de rencontres, on constate quoi? On constate que les hommes vont être jugés sur le statut socio-économique, la taille et les signes de dominance physique. Et de l'autre côté également, en même temps, donc par juxtaposition de ces critères, 3 critères bien précis, domination physique, etc. Donc l'image qui est renvoyée, on va demander également en même temps à cet homme-là d'être vulnérable émotionnellement. Et bien sûr, et de participer en quelque sorte à sa déconstruction de sa masculinité. On va lui dire par exemple de parler de ses émotions, nous dit-on, c'est vraiment l'image qui est renvoyée. Mais essayez donc d'exprimer authentiquement votre colère. Bien qu'on vous reconnaîtra votre puissance d'homme, votre variable, votre critère d'homme, à condition également que de l'autre côté, vous soyez capable et essayez donc d'exprimer authentiquement votre colère, votre frustration et votre désir de compétition pour voir la réaction. Ça, c'est une réalité que personne n'admet en fait. On a vraiment la vulnérabilité masculine. Vraiment, cette vulnérabilité masculine n'est acceptée que lorsqu'elle est performative en fait. C'est-à-dire lorsqu'elle se conforme exactement au script préapprouvé de ce qu'une vulnérabilité acceptable devrait être. Donc il y a bien là une injonction et une manière à être vulnérable. Vous ne pouvez pas être vulnérable à votre manière. Ce n'est pas vous qui dictez. Pleurez également sur votre thérapie, mais n'osez pas exprimer une rage authentique ou une frustration sexuelle. Là, c'est mal vu. Un autre paradoxe également, et toujours dans cette crise-là, nous avons quoi? La criminalisation de l'énergie masculine. Je précise bien, la criminalisation de l'énergie masculine.
C'est un second piège, en fait. Il est vraiment plus insidieux encore. Parce que nous avons quoi? Nous avons la pathologisation systématique des traits traditionnellement associés à l'énergie masculine. Prenons l'exemple de la compétitivité et de la prise de risque. Ces traits, par exemple, biologiquement plus présents chez les hommes en moyenne, et oui, j'ose mentionner la biologie, c'est un fait. Ces faits-là, en fait, sont désormais systématiquement étiquetés comme problématiques. Donc, on nie ces traits qui sont issus, qui proviennent à minima, en tout cas, du fait biologique, ces traits en fait que sont la compétitivité et la prise de risque pardon, chez les hommes, on voit en cela en fait et systématiquement des traits problématiques. Et dans le système éducatif, les comportements naturellement plus présents chez les garçons sont traités comme des troubles à corriger. L'agitation physique par exemple, ce qu'on appelle le TDAH, en fait, de mémoire, je pense que c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, dans le système éducatif, ce sont des comportements, évidemment, qui vont être perçus rapidement, en fait, comme des troubles à corriger. L'esprit de compétition, c'est perçu comme de la négativité. Là, on met ça sur des traits de toxicité relationnelle. La prise de risque également, pareil. Un comportement problématique, perçu comme tel. En termes de chiffres, par exemple, c'est flagrant. Nous avons des résultats, par exemple, un chiffre très concret. Vous pouvez faire les recherches en ligne. Je ne vous demande pas de me croire, bien sûr. Allez faire vos propres recherches également. Vous avez le résultat, 76% des prescriptions de médicaments pour TDAH concernent des garçons. Les garçons sont 3 fois plus susceptibles d'être suspendus de l'école que les filles pour des comportements similaires. Donc là où chez le garçon, on va percevoir, on va voir là une toxicité relationnelle, chez la fille, on trouvera plutôt quelque chose de plus nuancé. Et les cas académiques se creusent impitoyablement dans l'enseignement supérieur français. Les femmes, effectivement, représentent désormais 58% des étudiants et ce chiffre continue d'augmenter. Dans certaines filières comme la médecine ou le droit, la proportion dépasse les 65%. Alors, si ces statistiques étaient inversées, donc si on faisait simplement un schéma inverse, n'aurions-nous pas des programmes nationaux d'urgence pour remédier à cette crise de l'éducation féminine? Je pense qu'aujourd'hui, si ça avait été le cas inverse, on aurait tout de suite en fait des sirènes d'alarme, etc., des programmes en longueur de journée à la télévision. Et à juste titre, je dirais. Mais comme ce n'est pas le cas, on passe outre, mais en traitant le problème comme étant une forme de maladie chez l'homme, comme étant une forme de toxicité masculine. Pourquoi le décrochage massif des garçons est-il traité comme une note de bas de page dans le discours éducatif contemporain? Bon, je pense qu'il y a encore des choses à dire là-dessus, mais je vais passer avec un autre mythe qui concerne le mythe du privilège unilatéral. Parlons maintenant du grand tabou. L'homme comme unique privilégié et oppresseur dans tous les contextes. Cette narration répétée ad vitam aeternam, etc., se heurte à une réalité statistique implacable. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Oui, les hommes sont privilégiés, les hommes ont tout, les hommes, le patriarcat, pour faire tout simplement. OK? Mais en termes de statistiques, je vais vous donner quelques statistiques qui vont vous faire réfléchir et qui vont à l'encontre de ce qu'on vous rabâche là à longueur de journée. Excusez-moi. En termes de statistiques, nous avons quoi? Les hommes représentent 78% des suicides en France et jusqu'à 85% dans certains pays occidentaux. De l'autre côté, nous avons 97% des morts au travail. Les hommes, j'entends bien sûr. 75% des sans-abri sont des hommes. L'espérance de vie masculine est inférieure de 6 ans à celle de la femme. Les hommes reçoivent des peines 63% plus longues que les femmes pour les mêmes crimes.
Et les pères n'obtiennent la garde principale de leur enfant que dans 17% des divorces. Voilà les chiffres, en fait, qui devraient vous inquiéter. Donc, nous avons la pénibilité au travail. Donc, 97% des morts au travail concernent les hommes. Les sans-abri, je pense que ça, c'est assez très clair et visible. 75% des sans-abri sont des hommes. L'espérance de vie. L'espérance de vie masculine est inférieure de 6 ans à celle des femmes. J'aimerais quand même que... Bon, je veux poursuivre parce que il y a encore plein de choses que je pense qui me viennent à la tête là rapidement. En fait, ces chiffres en fait, ne nient en rien les difficultés spécifiques aux femmes parce que j'entends déjà des voix féminines, etc., ou féministes venir crier derrière mes oreilles. Voilà. J'aimerais préciser également que ces chiffres ne nient en rien les difficultés spécifiques aux femmes. Ici, puisque le sujet, c'est vraiment sur la crise silencieuse de la masculinité, de l'homme, donc je m'en tiens vraiment au sujet. Et j'aimerais préciser aussi, une fois de plus, que ces chiffres, en fait, illustrent simplement l'absurdité d'une vision unidimensionnelle du privilège qui refuse de voir que les hommes font face à leur propre forme de vulnérabilité systémique. La vérité est que notre société stratifie en fait les hommes bien plus violemment que les femmes, avec des gagnants qui accaparent effectivement pouvoir et privilèges et des perdants qui tombent bien plus bas dans l'échelle sociale que leur équivalent féminin. C'est un fait. En tout cas, c'est ce que je constate. Dites-moi en commentaire si je me trompe, en tout cas, votre ressenti et votre propre vision. Il y a également un autre fait que j'aimerais mettre en exergue et voir plus loin dans l'analyse, c'est quoi? C'est la partie économique et sociale. Donc ici, principalement, les dynamiques, plutôt même les transformations socio-économiques et leur impact sur l'identité masculine. Nous avons quoi? En fait, nous avons cette crise identitaire ne se déroule pas dans le vide, en fait. Elle s'inscrit dans des transformations socio-économiques profondes qui ont bouleversé les fondements traditionnels de l'identité masculine. Premier cas, nous avons la désindustrialisation et la crise du travail masculin. La chute de l'économie et son impact sur la crise du travail masculin. Premier facteur majeur, l'effondrement des secteurs économiques traditionnellement masculins. En 40 ans, la France a perdu, par exemple, près de 2,5 millions d'emplois industriels, des emplois majoritairement occupés par des hommes. Et parallèlement à ce phénomène, à ce processus, nous avons eu l'économie qui s'est vraiment tertiarisée en fait, avec une croissance massive des emplois de services et de soins traditionnellement plus féminins. Voilà, c'est ce qui a été qualifié de la tertiarisation du travail à tous les égards, à tous les pans de la société, parce que l'informatique, la mécanisation, la robotique, etc., elles sont arrivées. Et bien sûr, la délocalisation par les systèmes de rentabilité économique assez violents, tout cela a entraîné ces faits-là. En 1980, un homme sans diplôme universitaire pouvait espérer gagner un salaire lui permettant de faire vivre une famille, en fait, sa propre famille. Un homme avec un seul salaire, sa femme et ses 2 ou 3 enfants, c'était suffisant. Il était capable de nourrir, de pouvoir auprès de sa famille et l'essentiel des biens et des besoins nécessaires. Mais aujourd'hui, en 2025, et par tout un élan de perspectives, etc., d'avenir, aujourd'hui, par exemple, en 2025, et bien avant même, bien sûr, cette perspective est devenue pratiquement impossible. Enfin, c'est impossible, tout simplement. Un seul salaire, ce n'est plus possible, en fait. Vous êtes taxé, surtout dans un état dans lequel on vit, de part et d'autre, que ce soit l'homme comme la femme. Et encore, parce que déjà, même à 2, ça ne suffit plus. Il y a dans certaines situations, certaines personnes doivent emprunter, faire des crédits et tout le reste. De toute façon, le salaire médian masculin ajusté à l'inflation a diminué de 14% depuis, ça c'est les chiffres de l'INSEE, a diminué de 14% depuis 1980 pour les hommes sans diplôme supérieur. Je précise, je répète, le salaire médian masculin, donc suite à l'inflation, etc., a diminué de 14% depuis 1980 pour les hommes sans diplôme supérieur.
Aujourd'hui, je ne vous garantis pas, enfin, vous voyez très bien que sans diplôme, c'est impossible d'avoir, quel que soit l'emploi là d'ailleurs, un travail. Et il y a eu quoi d'autre qui s'est produit également? Un deuxième cas, la transformation des dynamiques relationnelles et la culture du next. Alors, la culture, bon, c'est un anglicisme en fait, la culture du suivant. Dans cette idée-là, je vais mettre en avant le second facteur qui est l'évolution profonde des dynamiques relationnelles et matrimoniales et l'émergence d'une culture de la jetabilité affective, en fait. La jetabilité affective, en fait, c'est l'immédiatité de l'affection. Concrètement, on est plutôt dans le fait que comme l'indépendance économique croissante, donc indépendance économique, je précise bien, indépendance économique, sur la partie économique, l'indépendance économique croissante des femmes, une évolution positive, bien sûr, qu'on peut qualifier de positive en soi, je le pense aussi. Bon, à certains égards, ça reste critiquable, mais pour ma part, je pense que oui, il y a une évolution positive en soi. Mais sauf que cette indépendance économique croissante des femmes a transformé fondamentalement le marché relationnel, le marché de la rencontre homme-femme et la culture, les dynamiques relationnelles. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, les femmes éduquées peuvent choisir librement leur partenaire sans considération économique contraignante. Voilà. Cette liberté accrue, en fait, a conduit une stratification relationnelle sans précédent. Je ne fais que observer les faits. Donc là, je ne fais que, comme je dis bien observer, je ne fais que relater, je ne fais que traduire une certaine réalité. Et cette liberté, en fait, accrue a conduit à une stratification relationnelle sans précédent. Un phénomène d'hypergamie accentué, les femmes préférant statistiquement des partenaires de statut égal ou supérieur. Supérieur ou égal. C'est une mathématique, soit strictement supérieur ou égal. Une augmentation de 35% des hommes entre 18 et 30 ans rapportant n'avoir eu aucune relation intime dans l'année. Vous prenez sur une année de 365 jours, etc. Vous avez ce chiffre, en fait, qui augmente d'ailleurs, et de 35% des hommes entre 18 et 30 ans, donc qui affirment, en fait, qui font étalage, qui font mention du fait qu'ils n'ont pas eu de relation intime dans l'année avec une femme. Nous avons également aussi une baisse continue du taux de mariage. Je pense que ça, c'est assez visible, effectivement. Une baisse continue du taux de mariage, particulièrement prononcée chez les hommes des classes moyennes et populaires. Évidemment que ça va de soi, dû à l'hypergamie et l'aspect économique, effectivement. Mais alors, moi, j'aime parfois certains chiffres, en fait, mais il faut parfois aller au-delà des chiffres. C'est-à-dire qu'au-delà de ces chiffres, en fait, vous avez quoi? Vous avez ce qui se passe réellement, c'est que nous avons une transformation plus profonde et plus troublante qui s'est opérée. Derrière, nous avons quoi? L'avènement de ce que j'appelle la culture du next, la culture du suivant. Cette propension à traiter les relations comme des produits de consommation jetables au premier signe de difficulté. Dès que vous rencontrez une fille, dès qu'il y a un problème, premier problème, et parfois, enfin, ce que nos aïeux n'auraient pas qualifié vraiment de problème, parce qu'il y avait de la communication, il y avait de l'entente, il y avait de la cordialité, il y avait moyen de s'asseoir ensemble et de débattre, de discuter de manière constructive sur la question pour pouvoir trouver une solution et avancer et continuer. Aujourd'hui, c'est le signe du next, la culture du suivant, parce que derrière, dans les applis de rencontre ou dans les messageries, il y a plusieurs candidats. Donc nous sommes totalement également entrés de traiter les relations hommes-femmes comme étant des produits de consommation jetable. Effectivement, un produit de consommation jetable, il y a une date d'expiration derrière le dos du produit, et donc aujourd'hui, cette date d'expiration, justement, tend à être très, très courte, en fait. Donc, dès le moment où vous vous rencontrez, dès le moment où vous entrez en contact avec votre partenaire, la date d'expiration, elle est raccourcie, en fait. Parce que dès qu'il y a un moindre signe de mésentente, on clique sur Next, la culture du Next suivant. Et quand on regarde bien les applications de rencontres, on voit bien quoi. On voit que en fait, les applications de rencontres ont transformé, parce qu'il y a un impact, bien évidemment,
ont transformé l'humain en produit, on swap à gauche, à droite, etc. Créant quoi? Une illusion d'abondance infinie de partenaires potentiels. Résultat, une incapacité croissante à investir émotionnellement dans une relation imparfaite. Parce que, évidemment, le fait de donner, de faire croire qu'il y a quelqu'un en cliquant sur Next, en swipant à gauche ou à droite, c'est une illusion et c'est une illusion d'abondance en fait. Et dans cette illusion d'abondance, lorsque l'on ne prête pas attention et une fois qu'on a croqué à la pomme, si je puis m'exprimer ainsi, il y a quoi? Il y a l'impact, il y a le retour du fait que émotionnellement, on sera moins apte à s'investir émotionnellement avec le prochain partenaire et ainsi de suite. C'est une boucle en fait, un cercle vicieux. La durée médiane des relations amoureuses chez les 18-30 ans est passée de 3 ans en 2000 à moins de 14 mois aujourd'hui. Je pense que ce chiffre, en fait, est à revoir. Donc, il est encore beaucoup plus alarmant que ce que je ne vous dis. De toute façon, c'est dans la lancée de mon propos, c'est dans l'esprit de ce que je suis en train de vous décrire. Et ce n'est pas parce que ces relations, en fait, sont plus toxiques, mais parce que notre seuil de tolérance, bien sûr, il y a cette... Bon, dû à ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que en fait ce n'est pas parce que en fait effectivement ces relations sont plus toxiques, mais parce que notre seuil de tolérance à l'imperfection s'est effondré. On n'accepte plus le moindre défaut, on n'accepte plus la moindre faillibilité, la moindre émotion qui pourrait être considérée comme négative, la moindre tâche entre guillemets. Donc on clique sur suivant, next, la culture du next. Ça fragilise évidemment donc les liens affectifs. Nous avons quoi? Une fragilisation effectivement de ces liens affectifs. Ça résulte de quoi? D'une convergence de facteurs que tous les camps idéologiques contribuent à créer. Féminisme, masculiniste, bref. D'un côté, certains courants du féminisme en fait contemporain ont promu une vision des relations où toute frustration, tout compromis devient suspect, potentiellement toxique ou abusif. Parce que c'est ça en fait, comme je vous ai précisé précédemment. La moindre frustration, le moindre désagrément, la moindre imperfection, la moindre critique, ça devient suspect et potentiellement toxique et abusif, pervers narcissique, etc. Nous avons en fait la rhétorique du tu ne dois rien à personne. C'est aussi ce qui est renvoyé à que ce soit l'homme comme chez la femme, mais dans l'esprit du féminisme, en fait, tu ne dois rien à personne. Donc, on a vraiment poussé cette valeur à l'extrême, en fait, à l'extrémité. Et cela a permis d'entraîner quoi? De transformer parfois l'autonomie émotionnelle en incapacité à s'engager. Les gens ne s'engagent plus aujourd'hui. Ils disent vouloir s'engager, mais ils ne s'engagent plus. Parce qu'il y a la difficulté à, à être, en fait, de se connaître soi-même, même dans une certaine forme de monotonie et d'autonomie également. De l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez eu quoi? L'effondrement des traditions aussi. Donc, l'effondrement des traditions a éliminé les structures communautaires et familiales qui soutenaient les couples dans les moments difficiles. Que ce soit dans les cultures traditionnelles ou bien dans les cultures occidentales, etc., vous avez eu la cellule familiale qui a été détruite. 2012, etc., mariage pour tous, etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur certains aspects qui ont déjà été bien élucidés, bien expliqués ailleurs. Alors, là où autrefois une communauté encourageait à persévérer et à préserver et à résoudre les conflits, nous sommes aujourd'hui seuls face à nos difficultés relationnelles. Et au centre, en fait, vous avez eu quoi? Là, tenez-vous bien, le capitalisme consumériste a parfaitement intégré les relations humaines dans sa logique marchande, en fait. Les mêmes mécanismes, en fait, psychologiques qui nous poussent à remplacer un smartphone fonctionnel par le dernier modèle s'appliquent désormais à nos partenaires.
Parce qu'au bout, in fine, etc., il y a la question du capital, le capitalisme consumériste, de toute façon, dans sa forme violente, dans sa logique marchande. Vous avez donc les mêmes mécanismes de vente d'un produit tel qu'un smartphone, un iPhone, etc. Enfin bref, la même idéologie qui s'est appliquée au modèle de la relation partenaire, aux structures familiales, aux liens entre hommes et femmes. C'est un paradoxe en fait, c'est vraiment très cruel parce que jamais nous n'avons eu autant d'outils pour se connecter en fait, pour connecter entre nous-mêmes et jamais nous n'avons été aussi incapables de maintenir des connexions profondes et durables. Vous avez aujourd'hui une multitude en fait d'applications, de messagerie, enfin, la technologie tout simplement qui nous permet de communiquer rapidement, mais en même temps il y a une solitude en fait qui règne, qui est régnante de part et d'autre en fait. On est incapable de se connecter cette fois-ci, connecter nos êtres en fait de manière profonde, être au sens de la profondeur du genre humain. On a aujourd'hui cette incapacité à maintenir en fait des connexions profondes et durables. Les hommes et les femmes sont désormais pris dans un système où la promesse d'un partenaire parfait au prochain swap sabote notre capacité à construire avec un partenaire réel. Imparfait mais présent. On n'accepte pas l'imparfait. On n'accepte pas le défaut. Tout doit être parfait, lisse, clair, propre. C'est comme un ordinateur qui, dès le premier démarrage, a du mal ou prend du temps à afficher rapidement le premier écran d'accueil. Aujourd'hui, on swipe tout de suite, next. Et derrière, vous avez, je vais conclure quand même sur cette partie, c'est que, en résumé, hein, pour faire plus simple, c'est que les hommes qui correspondent aux critères traditionnels de succès, donc statut, ressources, domination ou signe de dominance de manière générale, continuent de prospérer dans ce marché relationnel. Parce que c'est un marché relationnel hyper concurrentiel, et tandis qu'une proportion croissante d'hommes se retrouvent structurellement exclus ou piégés dans un cycle de relations superficielles et éphémères. Voilà, je m'arrête ici sur cette partie qui est vraiment axée sur les transformations des dynamiques relationnelles, la culture du next et le capitalisme derrière, dans sa forme marchande de consumériste en fait, qui a vraiment accéléré les choses de manière négative. Il y a aussi un autre aspect que je vois, enfin, c'est plutôt une observation anecdotique, mais ça en fait partie de toute façon dans les facteurs que j'aimerais mettre en avant. C'est quoi? Nous avons le culte du corps comme compensation illusoire. Le corps, aller à la salle, fait de la musculation, etc. C'est vraiment fascinant parce que, en fait, vous avez quoi? Vous avez l'émergence d'un culte du corps hyper musclé comme récompense, comme réponse désespérée à l'impuissance socio-économique masculine. Donc, plus on est impuissant socio-économiquement, dans un sens masculin, et plus on va compenser cela par l'hypermusculature, d'aller à la salle, etc. Et face à la diminution de la valeur donc des hommes, voilà, face à la diminution de leur valeur sur le marché du travail et dans les dynamiques relationnelles, un nombre croissant de jeunes hommes se réfugient dans le seul domaine où ils pensent pouvoir encore exercer un contrôle total, le corps. Je pense qu'il y a également d'autres aspects comme les films pour adultes, etc., qui en contribuent. Mais voyez-vous, on est toujours dans cette hyper représentation, justement, pas le corps humain, pas l'enveloppe humaine pardon, qui est mise en avant du fait que le corps humain de l'homme serait cette vitrine pour présenter, pour montrer une certaine forme de virilité, une certaine forme de puissance, mais en fait derrière c'est pour compenser, c'est pour répondre à cette exigence que le statut socio-économique demande auprès de la femme.
Et c'est en soi que ça devient toxique parce que c'est une forme d'obligation, d'injonction. Ce n'est pas quelque chose de voulu. Ce n'est pas je vais à la salle parce que bon, j'aimerais euh, me faire plaisir dans ma forme de santé, dans ma forme en fait d'être bien dans mon corps. Mais derrière, il y a un sous-entendu. Je vais à la salle parce que je dois plaire à la gente féminine. Je dois être perçu comme puissant. Je n'ai pas, je n'ai pas une certaine forme de pouvoir économique, de statut social. Et donc, il faudrait que je trouve en quelque sorte une réponse à cela dans une forme d'illusion, dans une forme d'image que je dois renvoyer, pas une perception. Et donc la salle, le corps comme ventre, comme matière solide, doit me permettre de répondre à cela pour que ma perception soit bien vue. Je vais vous donner quelques chiffres par exemple. Nous avons quoi? Nous avons quelques chiffres vraiment très stupéfiants, hein. Une augmentation de 437% de l'utilisation des stéroïdes anabolisants chez les hommes de 15 à 25 ans depuis 2010. Les stéroïdes, voilà encore un autre phénomène dont on ne parle pas. Une explosion de 200% des cas dysmorphie musculaire, en fait. En gros, c'est de la bicorexie diagnostiquée depuis 15 ans. Près de 45% des jeunes hommes entre 18 et 25 ans déclarent être insatisfaits ou très insatisfaits de leur apparence physique. Il y a la télévision, les médias, les réseaux sociaux, toutes ces publicités à la con ou des vidéos de 30 secondes, de 10 secondes sur TikTok d'un influenceur à la con qui va vous présenter, parce que derrière il y a des produits à vendre, des placements de produits, un corps parfait, un corps bien musclé. Et donc, les jeunes sont enclins et sont drivés, sont influencés par cette idéologie-là. Je ne suis pas en train de dire, bien évidemment, qu'il ne faudrait pas avoir un corps quand même assez acceptable, parce qu'il en va aussi de votre santé, mais vous voyez bien qu'on est dans une critique du corps, parce que derrière, il y a des sous-entendus, il y a un penchant négatif qui s'y tient. Et parce qu'évidemment, donc, dans ce penchant négatif, c'est le fait de ne pas voir la vraie réalité que d'un point de vue socio-économique, l'homme n'est pas présent. Enfin, cet homme-là qui va à la salle pour avoir un corps aussi musclé. Il y a toujours des proportions à mettre, en fait, des limites dans toute chose. Et ce qui, en fait, je reviens aux chiffres que je vous ai délivrés juste avant là, c'est quoi? C'est que donc, par exemple, le fait que 45% des jeunes hommes entre 18 et 25 ans déclarent être insatisfaits ou très insatisfaits de leur apparence physique. Ce qui présente comme une quête de santé et de discipline est en réalité, pour beaucoup, une performance compensatoire désespérée. C'est la fuite en avant. La salle de musculation est devenue le dernier refuge d'une masculinité qui ne sait plus où s'exprimer. Et là, les salles de sport ont très bien compris également ce phénomène-là. D'où aussi la raison pour laquelle on vous vendra des formations, des programmes ou des abonnements toujours beaucoup plus alléchants et très chers. Ce phénomène, en fait, s'est aggravé, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, et l'industrie des influenceurs fitness, qui vendent un idéal corporel littéralement inatteignable sans pharmacologie avancée. Des adolescents sont exposés à des physiques obtenus avec des cocktails de substances dangereuses, présentés comme le résultat de la discipline et de protéines en poudre. Cette nouvelle religion du muscle est particulièrement perverse en ce qu'elle cannibalise, en fait, enfin, en ce qu'elle, pardon, cannibalise les impulsions positives des jeunes hommes, leur désir de discipline, ce qui est sain en soi, le désir de discipline, d'amélioration, de dépassement, mais pour les rediriger vers une quête narcissique qui les éloigne des véritables sources d'épanouissement. Les véritables sources d'épanouissement pourraient être la connexion authentique, la contribution à la communauté et le développement intellectuel. Voilà pourquoi ces salles de sport et ce culte de l'hyper-musculation, etc., est néfaste.
Comme l'a dit un ancien utilisateur de stéroïdes, dans une étude très récente, je retrouverai l'étude si vous en demandez, si vous en faites pas. Donc ça, c'était un feedback, un retour hein, de quelqu'un qui utilisait des stéroïdes. En fait, dans une étude récente, la personne déclarait, je cite, j'ai passé 5 ans à construire un corps que je n'habitais même pas vraiment. J'avais l'effort extérieur, à l'extérieur, non, extérieurement, mais j'étais vide de l'intérieur. C'est quand même assez profond, je trouve, hein, mais malheureusement, très, très, très négatif, très, très néfaste, en fait, pour la suivi, pour la vie au quotidien de ce genre d'individus, de ce genre de personnes. Et le problème, une fois de plus, c'est que c'est ce qui est vendu à foison sur les réseaux sociaux, à travers les influenceurs, etc. Autre chose également pour quitter cet aspect, pour aller beaucoup plus loin, c'est quoi? Nous avons toujours en liaison, ici, nous avons cette fois-ci l'effondrement de la pensée critique et le culte de l'immédiateté. Parce qu'un homme, pour moi, à la base, c'est d'abord sa capacité à penser de manière critique, de manière radicale. Je répète, quand on parle de radical, c'est penser à la racine. C'est pas tout de suite d'emblée quelque chose de négatif, connoté négativement, comme certains pourraient penser rapidement. Donc, penser au radical, c'est penser à la racine des choses, aller vraiment à l'étymologie des choses. Et ici, nous avons l'effondrement de la pensée critique et le culte de l'immédiateté. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends quoi? J'entends le fait que c'est un fait, bien évidemment, beaucoup plus insidieux, encore une fois de plus. Nous avons l'érosion systématique de la pensée critique masculine au profit d'une culture de l'immédiateté et de la stimulation constante. Historiquement, une des expressions valorisées de la masculinité était la capacité d'analyse rigoureuse, la construction d'arguments solides, le logos, etc., la raison, la maîtrise d'un domaine de connaissance par l'étude approfondie. Et ces qualités ont progressivement dévalorisé, pardon. Ces qualités, en fait, ont été progressivement dévalorisées au profit d'une culture de la réaction immédiate et de la stimulation constante. La culture du rap, la musique PVS, etc. Enfin, d'un certain rap, bien sûr, bien évidemment. Tout n'est pas agité, mais évidemment, du cinéma et tout, bref, de tout un pan de la société en termes que ce soit de l'art, que ce soit de la musique, etc., le politique. Nous avons un effondrement des valeurs au profit de l'immédiateté et de la stimulation constante. Le moi-je, et tout de suite en fait. L'obtention et la réalisation de ces désirs, de ces désirata rapidement. Il n'y a plus, on ne met plus en avant la capacité d'analyse rigoureuse, la patience, la construction d'arguments solides pour répondre de manière logique, efficace, constructive, la pratique du logos, la maîtrise d'un domaine de connaissance par l'étude approfondie, les sciences mathématiques, la biologie, tout ce qui a permis en fait le monde dans lequel on vit. On veut tout et tout de suite et justement à travers donc des applis de rencontres et de trouver un homme ou une femme aussi rapidement comme un produit qu'on achèterait dans un centre commercial. Et ces qualités en fait ont été progressivement dévalorisées pour que voilà le culte de l'immédiateté, pas la marchandisation des choses, que ce soit physique et aussi maintenant relationnel, pour que tout cela puisse être stimulé. Parce qu'in fine, derrière, je pense toujours et je suis persuadé qu'il y a un aspect capitaliste qui est toujours prégnant et qui exploite bien cette dynamique en question. Un autre exemple hein, très concret. Vous avez le temps moyen de concentration d'un jeune homme aujourd'hui, hein, le temps moyen de concentration d'un jeune homme a chuté de 42% en 20 ans, en l'espace de 20 ans. La capacité d'un jeune garçon et d'un jeune homme adulte, en fait, de se concentrer, que ce soit sur un texte, sur quelque chose, quel que soit l'objet en question, comme on dirait
l'étude d'un objet en psychiatrie, d'observer l'objet, le sujet, vous avez une baisse de 42% en l'espace de 20 ans. La consommation, pourquoi? Enfin, je pense que ça va de soi. Par le fait que la consommation moyenne des contenus court aujourd'hui moins de 60 secondes a explosé. On ne consomme maintenant que des vidéos de moins de 60 secondes. Peut-être que même l'audio que je suis en train de faire, certains ne sont pas arrivés jusqu'ici. Atteignant plus de 5 heures quotidiennes chez les 15 et 25 ans. Et le parfait exemple, c'est l'algorithme de TikTok, spécifiquement conçu pour maximiser la dopamine à court terme, en fait. Cet algorithme, en fait, est particulièrement addictif pour les cerveaux masculins, naturellement plus sensibles aux récompenses de la dopamine immédiate. On recherche, en fait, dans ce que l'on appelle la dopamine énergique, en fait, l'hyper rapidité, d'aller tout de suite, en fait, toujours satisfaire cette dopamine. Il ne faut pas un temps de relâchement. Il faut toujours, sans relâche, ainsi de suite, à l'infini, comme si, voilà, on n'était pas des êtres finis, comme si le temps, pour nous, n'allait pas s'arrêter à un moment donné. On va toujours aller taper à foison, avec une forte intensité, violence, cette dopamine-là, on va rechercher cela en permanence. Et cette transformation a des conséquences dévastatrices, en fait, très, très néfastes. Un jeune homme incapable de concentration prolongée et habitué à la stimulation constante devient quoi? C'est ce que l'on peut observer, hein. Incapable d'étudier sérieusement ou de maîtriser des compétences complexes. Discipline, je vous donne par excellence les mathématiques, vous n'êtes pas concentré. D'une opération à une autre, d'une ligne à une autre, vous avez raté le problème. Pourquoi? Parce que vous avez oublié un seul symbole, un signe moins ou plus, une intégrale et tout le reste. Voilà. C'est aussi pour ça que ce genre de disciplines sont de moins en moins étudiées ou tardivement étudiées parce qu'on estime que c'est chiant, etc. Alors que tout ce que nous avons aujourd'hui comme confort moderne, c'est grâce aux mathématiques et à la rigueur scientifique. Donc le fait de n'avoir plus la capacité d'être concentré et donc d'être stimulé de manière constante en permanence, ça crée quoi? Une incapacité d'étudier sérieusement ou de maîtriser des compétences complexes. Vous ne pouvez pas être expert dans un domaine à partir du moment où vous avez ce genre de problématiques. Et vous avez également quoi? La vulnérabilité. Vous êtes vulnérable à la manipulation idéologique et au discours simpliste. Les médias, les journaux, etc. La propagande, tout simplement. Vous ne pouvez pas mettre sur la balance des points de vue assez contradictoires. Vous n'avez pas cette capacité à pousser un raisonnement beaucoup plus loin, évidemment, parce que vous êtes habitué à rechercher la stimulation constante. De l'autre côté également, vous êtes dépendant des stimulations extérieures pour son bien-être. Et pour finir, vous êtes désavantagé dans tout domaine exigeant, rigueur intellectuelle et persévérance. La persévérance, c'est ce qui n'est plus enseigné. Je suis vraiment fatigué, mais franchement, j'ai encore quand même noté quelque chose que je me dois de vous dire, toujours dans cet ordre d'idée. C'est vraiment l'ironie qui est vraiment cruelle. Les hommes plus âgés critiquent la faiblesse des jeunes hommes, effectivement, enfin, nous avons quoi? Une partie, bien sûr, il faut toujours nuancer, une partie plus âgée, donc une partie plus âgée qui critique, je parle là des hommes, qui critiquent la faiblesse des jeunes hommes, sont souvent les mêmes qui dirigent les entreprises technologiques ayant conçu ces systèmes de manipulation attentionnelle, le culte de l'attention. Ce sont aussi les mêmes qui promeuvent une économie de l'innovation disruptive qui valorise la rapidité et la nouveauté au détriment de la profondeur et de la maîtrise. Les GAFAM, tout simplement, vont concevoir des algorithmes en fait basés sur la manipulation attentionnelle, les contenus assez rapides. Et à la tête de ces GAFAM-là, de ces entreprises, vous avez une partie de ces hommes plus âgés qui vont critiquer la faiblesse des jeunes hommes qui utilisent ces applications qu'ils ont eux-mêmes créées.
Et ce que l'on remarque souvent, c'est que ces mêmes personnalités qui sont donc les détenteurs de ces algorithmes, de ces GAFAM, les applications créées en termes d'impact ne s'appliquent pas à leurs propres enfants. Ils épargnent en fait les enfants de la bêtise quelque part, de la bête qu'ils lâchent là d'ailleurs auprès de l'humanité, auprès du monde connecté. C'est quand même une ironie, hein. Enfin, ironie ou pas, mais c'est un constat. En vous d'en juger et de faire votre propre libre arbitre. D'un autre côté, toujours dans cette crise-là, nous avons la crise de la transmission et l'absence de modèles. Je parle là véritablement de vrais modèles, pas les faux modèles qu'on vous présente là d'ailleurs, comme des artistes à la con, des rappeurs à deux balles, qui n'ont pas de rigueur, de logique, de raison, etc. En tout cas, un certain nombre, ou d'artistes, ou de musiciens, ou d'acteurs. Ça, ce sont des modèles factices, des modèles qui sont là au service du capital, du capitalisme consumérisme. Ici, concrètement, nous avons quoi? Nous avons un facteur qui est beaucoup plus profond, qui est donc la rupture dans la transmission intergénérationnelle de la masculinité. Donc, pour la première fois dans l'histoire, nous avons une génération de jeunes hommes qui grandissent sans modèle masculin clair et positif, dans des familles souvent monoparentales, majoritairement maternelles, le père est absent pour plusieurs raisons, etc. Dans un système éducatif où 84% des enseignants du primaire sont des femmes, ok? Dans une culture qui dévalorise systématiquement les attributs traditionnels masculins. Voilà les points clés qui viennent accentuer, qui viennent creuser le fossé, qui viennent montrer et traduire surtout l'absence de modèles auprès des jeunes hommes. Quand vous avez cette absence-là, en fait, qui est abyssale, vous avez évidemment une rupture intergénérationnelle. Le jeune garçon qui se construit, il a du mal à se construire, ou bien il va devoir se construire tout seul. Et cela veut dire donc tomber dans des pièges dans lesquels il aurait pu éviter si, par ailleurs, il avait eu un modèle clair et positif. Interroger n'importe quel groupe d'adolescents sur leur modèle masculin, les réponses sont révélatrices. Soit des célébrités inaccessibles, soit des figures hyper masculines souvent toxiques, soit personne. La transmission des codes de la masculinité saine a été interrompue, créant un vide que comblent les extrêmes. Donc, soit c'est l'hyper-masculinité caricaturale, soit la dissolution complète de l'identité masculine. Je vous ai dit, vous pouvez observer, hein, vous regardez très bien hein, les modèles qui sont adulés là d'ailleurs. Vous voyez bien qu'on est dans ce culte des célébrités inaccessibles à travers les réseaux sociaux. P. Diddy, etc. Enfin bref, là, vous voyez bien, on est dans ce culte en fait de personnalité. Et derrière, quand on creuse juste un tout petit peu, on se rend compte de la monstruosité quel mot me vient à la tête là rapidement. En tout cas, de la négativité surtout et donc de l'absence réelle d'avoir un modèle clair et positif. Bon, finissons quand même par quelques réponses inadéquates, je dirais, quelques pistes de solutions si par ailleurs, si jamais il faudrait pousser la réflexion beaucoup plus loin parce que c'est bien beau de critiquer, d'observer, mais deux fois il faut apporter des solutions ou essayer d'apporter des solutions. Alors, avant de continuer, je pense qu'on peut constater ceci, c'est que face à cette crise existentielle, parce qu'évidemment c'est une crise existentielle, parce que si l'on se pose déjà la question en soi de qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui, c'est justement parce qu'on est perpétuellement et de plus en plus, c'est la preuve que nous sommes entrés dans une crise existentielle. Face à cette crise-là, les réponses proposées par les différents camps idéologiques sont d'une insuffisance confondante.
Passons quelques réponses en revue, donc sans complaisance, hein, bien évidemment. Prenons par exemple le féminisme mainstream. Donc, moi, ce que j'appelle tout simplement la faillite du féminisme mainstream. Bon, mainstream, enfin, excusez-moi pour cet anglicisme, enfin, j'aime pas trop bien, mais disons plutôt le féminisme à grande échelle, propagé de manière véhémente, plutôt, oui, effectivement. Nous avons quoi? Le féminisme mainstream, en fait, dans sa forme dominante actuelle. Ce féminisme-là, je précise bien, une partie, une catégorie du féminisme. Je vois, j'entends déjà des personnes râler là derrière, donc je vous coupe l'herbe rapidement. Ce féminisme-là a largement échoué à proposer une vision constructive de la masculinité. Trop souvent, il oscille entre deux positions intenables. D'un côté, vous avez la déconstruction sans reconstruction. Donc on va vous dire, on va déconstruire l'homme, l'homme déconstruit. Mais sauf que derrière, la reconstruction est tout autre. Vous avez quoi? On va démanteler, c'est-à-dire quoi? Démanteler les aspects, c'est ce qui est annoncé, hein. Je ne fais que relater, je ne fais que constater. On va démanteler les aspects problématiques de la masculinité traditionnelle sans pour autant proposer d'alternatives viables. De l'autre côté, vous avez l'adoption d'une vision essentiellement thérapeutique de la masculinité ou toute autre expression masculine qui va être considérée comme quoi? Suspecte jusqu'à preuve de contraire. C'est un exemple concret que je vous donne. L'exemple parfait, c'est quoi? C'est le concept de la masculinité toxique tel qu'il est couramment employé. Le PV narcissique, vous voyez, etc. Initialement utile pour identifier des comportements spécifiques problématiques, la figure du PV narcissique est une figure qui existe d'un point de vue psychiatrique, psychanalyse, etc. Mais vous voyez bien, ce que je suis en train de décrire, c'est quoi? C'est que, donc, en tant qu'exemple parfait, on va procéder comme ceci. Le concept de la masculinité toxique, tel qu'il est, je précise bien, couramment employé, c'est que initialement utile pour identifier, pour examiner des comportements spécifiques problématiques, il s'est transformé en un outil rhétorique pour pathologiser la masculinité dans son ensemble. On va passer du PV narcissique qui est un cas individuel qui devrait être examiné, qui devrait être étudié et qui devrait être combattu, combattu dans le sens d'apporter une solution adéquate, etc. Mais au lieu de cela, dans sa forme de combat, on va plutôt pathologiser, euh, euh, englober la masculinité dans son ensemble avec cette figure du PV narcissique. Et le résultat, ça donne quoi? Ça donne une génération d'hommes paralysés par la peur d'incarner la masculinité de quelque manière que ce soit. Parce que vous avez dans l'esprit la peur et l'idée que vous soyez peut-être un PV narcissique si vous agissez ou ouvrez votre bouche d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pour moi l'échec et la faillite du féminisme mainstream. Un autre échec, évidemment, parce qu'il faut toujours faire le pendant des choses, c'est de voir aussi du côté des masculinistes, en fait, il y a quand même une impasse à révéler. Ce que moi, je pourrais bien voir de leur côté. Parce qu'il y a toujours dans toute discussion, dans toute séparation, dans toute dispute, il y a toujours dans la forme de dialectique, il y a toujours du bien de part et d'autre. Il faut simplement extraire le substrat naturel qui pourrait apporter la construction nécessaire pour avancer. Et du côté des masculinistes, nous avons à l'opposé donc du spectre du féminisme, je précise bien le féminisme mainstream, bien évidemment. Voilà. Vous avez quoi? Les mouvements masculinistes, voilà, ces mouvements-là disent quoi? Retour aux traditions. Et pensent pouvoir proposer des solutions quelquefois, parfois aussi problématiques. Et je vous en donne quand même quelques exemples. En fait, nous avons ici la nostalgie d'une masculinité traditionnelle idéalisée qui n'a jamais vraiment existé et qui est fondamentalement incompatible avec la réalité économique et sociale actuelle. Le repli défensif et la victimisation qui transforment des observations légitimes sur les difficultés masculines en une idéologie réactionnaire stérile. D'un côté, chez les masculinistes, en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que ça va partir d'un bon constat à la base, généralement.
Donc le constat à la base, c'est le fait de dire en fait que euh, on doit retourner aux sources, en fait, aux traditions, au retour aux traditions. Pour retour aux traditions, parce qu'avant, c'était mieux. Avant, il y avait un socle fondamentalement qui était en accord avec la relation homme-femme, le foyer familial et la, la- la forte lésion de la structure familiale et individuelle au sens large au sein de la société. Sauf que par la suite, maintenant, ça devient problématique parfois, c'est qu'on tombe souvent donc dans un repli défensif parce que c'est une réaction néfaste par rapport au féminisme mainstream. Et souvent, dans ce repli défensif, vous avez la victimisation également. Parce que d'un côté, vous avez également certaines femmes qui vont se plaindre, etc. Et de l'autre côté, se plaindre dans une forme de féminisme mainstream sans, sans profondeur de justesse. Et de l'autre côté, en réaction, par opposé au spectre, vous avez donc le courant masculiniste, en fait, une partie également qui va tomber dans une forme aussi de victimisation. Donc on va osciller et finalement tomber dans une grossière approximation du fait que les observations qui étaient donc légitimes à la base du constat des masculinistes, mais sauf que, in fine, c'est en fait des observations légitimes qui vont en fait se transformer en une idéologie réactionnaire stérile. On n'avance pas au final. Prenons par exemple les communautés Red Pill là, que vous avez déjà dû entendre, etc., qui ont émergé en ligne. Leur analyse, en fait, je vous donne leur analyse. Hein. Leur analyse des dynamiques relationnelles contient parfois des observations valides. Comme je vous avais dit au départ, ça va partir d'une bonne intention, d'une bonne constatation, d'une bonne observation. Mais après, c'est là où ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que ces observations valides au départ, après, elles sont empoisonnées par un ressentiment qui transforme la compréhension en guerre des sexes. Andrew Tate, le personnage très connu, et tous ces sbires là d'ailleurs, etc., qui propose quoi? Enfin, ces gens-là, en fait, proposent une caricature grotesque de la masculinité basée sur l'ostentation, l'exploitation et un mépris à peine voilé pour les femmes, souvent. Exactement le type de solution qui renforce tous les stéréotypes négatifs sur les hommes. De toute façon, mettez en commentaire vos remarques et toujours, j'aime bien que ce soit dans la construction. Donc là, j'ai parlé du féminisme mainstream, j'ai parlé de l'impasse des masculinistes et j'aimerais aussi évoquer, en tant que camp idéologique qui ont failli, il y a aussi également l'hypocrisie des traditionalistes. Alors ici, c'est encore dans le même sens, une autre paire de manches. Parce que vous avez quoi? Vous avez. Alors ici, quant aux traditionalistes qui vont prêcher un retour au rôle genré classique, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Bon, je vais peut-être pas entrer dans la caricature, la place de la femme c'est la cuisine, etc. Vous voyez bien à peu près. Leur position, donc les masculinistes, est peut-être parfois la plus hypocrite de toutes. Pourquoi? Parce que les traditionalistes, pardon, les traditionalistes, en fait, ils glorifient une masculinité de protection et de provision tout en soutenant un système économique qui rend ces fonctions de plus en plus inaccessibles pour la majorité des hommes. D'un côté, donc, on va dire que, comme je vous ai dit, l'homme va au travail, la femme à la maison. Je caricature, mais on est vraiment dans ça. On est à peu près, hein, bien sûr, caricature, bien sûr, de justesse. Sauf que derrière, ces mêmes traditionalistes, en fait, soutiennent le système économique capitaliste, en fait, qui justement a rendu la situation dans laquelle nous en sommes aujourd'hui. Alors, comment ces mêmes voix, donc les traditionalistes, par exemple, peuvent-elles vanter les mérites du père pourvoyeur tout en défendant un système économique qui a systématiquement détruit, je dis bien détruit, lapidé les emplois bien rémunérés, accessibles aux hommes sans diplôme universitaire. Vous remontez dans les années 80 et bien avant, etc. De toute façon, l'après-guerre est 30 glorieuse. Un homme sans diplôme universitaire pouvait trouver du travail, pouvait
travailler, donc nourrir sa famille, etc. Donc pouvait s'en sortir dans la vie active. Sauf que, voilà, le capitalisme ambiant et le fait de toujours le rendre plus virulent, plus violent dans le monde entier. Vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez donc la délocalisation et pas la délocalisation. Donc vous avez des déserts des emplois, la destruction de certains emplois. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir un travail correct sans diplôme universitaire. Quel que soit le diplôme, même s'il faut balayer du sol, il vous faudra une attestation ou un certificat à la con qui justifie comme quoi vous êtes apte à nettoyer un sol. Et typiquement en France, je suis assez très bien. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment le temple des diplômes, quoi. Et chez les traditionnalistes, en fait, les mêmes voix en question. Hein. D'un côté, donc, on va vanter, glorifier le chef de famille traditionnel, tout en ignorant que le même modèle, donc le modèle familial qu'elle prône, donc ces personnes traditionnalistes, en fait, nécessitait un seul salaire suffisant pour faire vivre une famille. Et aujourd'hui, c'est une réalité désormais hors d'atteinte pour la majorité. Voilà. Ouf, je pense que j'ai assez dit là-dessus. Bon, il ne me reste plus quelque chose à dénoter et en terminer là-dessus. Comment peut-on maintenant réinventer en quelque sorte la masculinité? Derrière, qu'est-ce que cela signifie réellement? Il faut forcément poser la question, que signifie être un homme aujourd'hui? Comment naviguer dans ce paysage traversé de contradictions? Je vous en donne quelques pistes que personne n'ose vraiment explorer. Il y a peut-être, hein, donc là, je ne suis pas assez dans mes certitudes, donc je ne fais que euh, vous donner quelques pistes de réflexion, enfin, que l'on réfléchisse ensemble. Donc, qu'est-ce que être un homme aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il faudrait accepter un paradoxe fondamental? Le paradoxe fondamental, il est celui-ci, c'est que la première étape serait, bien sûr, d'accepter la réalité paradoxale, pardon, qui est que la masculinité a toujours été une construction peut-être à la fois biologique et sociale. Alors, je m'exprimerai là bien dessus. Donc, c'est-à-dire ni entièrement innée, ni purement construite. Les hommes d'aujourd'hui doivent peut-être accepter cette dichotomie, cette tension fondamentale, au lieu de tomber dans l'essentialisme en fait biologique ou le constructivisme social radical. Parce que vous avez quoi? Vous avez en fait un homme, on serait tenté de dire, moi je pense qu'on pourrait définir les choses ainsi, c'est qu'un homme, c'est, nous sommes en tant qu'humains, hommes comme femmes, etc., nous avons des penchants, nous avons des émotions, nous sommes traversés par nos comportements biologiques, par nos hormones, mais chez l'homme, on va dire par exemple qu'il y a, bon, je parle pour l'homme, bien sûr, donc je n'avais pas dit que je ne pourrais pas parler pour la femme, mais pour l'homme, on pourrait dire que l'homme a des principes, va suivre une certaine règle, va suivre un certain enseignement, une certaine logique, une certaine direction, et c'est en cela que cela pourrait constituer le vrai masculin chez l'homme. Donc la partie construction sociale, ce qu'on va mettre dans le constructivisme en fait, socialement radical. Après, derrière, dans la radicalité, tout dépendra également aussi de la société dans laquelle l'homme sera considéré comme sujet vivant. Accepter donc que nos hormones et notre biologie influencent nos comportements, ça c'est un fait. On a des états d'humeur dans une journée diverses et variées, mais par contre, il faut reconnaître également notre capacité à transcender ces influences. Et je pense que si on est dans cette position nuancée, on est quelque part proche de la vérité. Et c'est précisément en fait ce que les extrêmes idéologiques refusent d'admettre. Donc les courants que je vous ai cités derrière là, féminisme mainstream, les traditionalistes et les masculinistes. En tout cas, une partie des personnes qui se retrouvent dans ces courants idéologiques. Donc, dans la réinvention, si je puis dire, de la masculinité, on pourrait voir la reconstruction au-delà
de l'utilitarisme, en fait. Ici, derrière, il y a quoi? Donc, c'est une seconde étape qui consiste à reconstruire une identité masculine qui ne soit pas uniquement fondée sur la valeur utilitaire. Donc, la valeur utilitaire, c'est que l'homme est projeté dans sa valeur euh, dualité, protection et provision. Donc, est-ce qu'on peut dépasser cette reconstruction? Donc, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce simple aspect utilitarisme, en fait? C'est-à-dire que, effectivement, quand on pense ici la reconstruction de l'identité masculine, donc on peut voir on pourrait y aller dans le sens où l'homme ne soit pas uniquement perçu et vu et fondé sur sa valeur utilitaire, mais on peut aller voir dans le fait que l'économie moderne, en fait, rend de plus en plus difficile cette deux catégories de valeurs difficiles à incarner chez l'homme. L'économie, suivez l'argent et vous aurez quelques réponses. Cette reconstruction passe par la valorisation de qualités essentielles, mais souvent négligées. Donc, en termes de qualités essentielles qui ne sont pas souvent mises en avant, nous avons l'intégrité et la congruence entre parole et action. Congruence, donc lien direct entre la parole et l'action. Je m'en tiens à ma parole, j'ai donné ma parole. Autrefois, dans certaines civilisations, et encore jusqu'aujourd'hui, dans certaines civilisations, dans certaines traditions, l'homme, c'est la parole. La rigueur dans la société, c'est le fait de dire que le chef du village a parlé. Donc, comme je le disais, autre qualité essentielle, mais qui est souvent négligée, en plus de l'intégrité, concordance entre la congruence, la parole et les actes, nous avons ici l'authenticité émotionnelle complète. Vraiment être authentique. Un homme, c'est également ne pas seulement entrer dans la vulnérabilité performative, mais d'être également authentique émotionnellement. Il y a aussi la capacité à établir et maintenir des frontières saines. Le fait de respecter les gens, même si on est en désaccord avec eux. Il y a la présence également physique incarnée, la présence du masculin, la présence du père, la présence de l'autorité. Le père qui est cette autorité-là, qui représente cette autorité, mais dans un sens constructif, dans un sens sain, dans une position vraiment d'attitude, de servir de modèle clair et positif pour le petit gamin, pour le petit jeune qui va se construire. Et également pour la petite jeune fille, dans un autre sens également. Mais comme là, on est vraiment sur le sujet de la masculinité, il y a vraiment cet aspect à mettre sur pied. Vous avez également, donc, effectivement, la prise de risque existentiel et créatif. Chez le garçon, et comme je l'ai dit précédemment, il y a cet aspect biologique en lui, la prise de risque. Le fait de pouvoir faire un tas de choses, d'échouer, mais de continuer à essayer. Et pourquoi? Parce que cela inscrit en nous et ça permet également de stimuler la création, la transmission intergénérationnelle, toujours dans cet esprit-là. Imaginez une masculinité qui valorise autant la capacité à maintenir un engagement sur la durée que la capacité à gagner une compétition. Je pense qu'on gagnerait sur les deux tableaux. Une masculinité qui célèbre la force, non pas comme pour rabaisser, non pas comme pour émuler dans un esprit de domination qui n'est pas positif pour l'ensemble du commun, mais plutôt comme capacité à endurer les difficultés et surtout à protéger ce qui a de la valeur. Ça, c'est vraiment, pour moi, la forme, la vision dans laquelle j'inscris la masculinité. Et ça passe aussi, bien sûr, par la solidarité masculine constructive. Enfin, bref. Je pense que nous devons réhabiliter le concept de solidarité masculine positive, non pas comme un club exclusif ou bien une construction par opposition, par opposé, par réaction malsaine par rapport à un courant front antiféministe, mais comme un espace de croissance et de soutien authentique, véritablement. Les hommes, je le pense vraiment, ont besoin d'espace où ils peuvent partager leur expérience sans être immédiatement jugés ou pathologisés. Parce que si le jeune garçon pleure ou si le jeune homme pleure, la société se moquera de lui. On fera des vidéos pour dire il est faible. Et parce qu'il y a cette
adage ancré dans la culture dominante, le fait de dire qu'un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas être fait, perçu en tout cas comme tel. Donc je pense que les hommes gagneraient à avoir des espaces dans lesquels ils pourraient exprimer leur expérience sans être immédiatement jugés ou catégorisés comme des êtres pathologiques en fait. On entre dans le pathos, etc. Je pense que ça permettrait aussi, bien sûr, donc d'apprendre les uns des autres dans un contexte intergénérationnel. Les personnes âgées comme les personnes jeunes, ça stimulerait évidemment la transmission des connaissances. Ça permettra également aussi de développer une masculinité collaborative plutôt que purement compétitive. Aborder également honnêtement les défis spécifiques aux hommes sans tomber dans la caricature ou bien dans la victimisation. Des initiatives en fait de ce genre. Je pense en Australie, il y a, si je me trompe de mémoire, des initiatives, c'est The Man Chat, entre guillemets, en Australie, où c'est un groupe en fait de mentorat montre le potentiel de ces espaces lorsque, bien sûr, hein, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des risques de tomber aussi dans la caricature, mais dans la forme positive, c'est que ce genre d'initiative et ce genre de groupe de mentorat, ce qui en ressort parfois, ça montre en fait le potentiel de ces espaces lorsqu'ils sont à condition qu'ils soient vraiment orientés vers la croissance plutôt que le ressentiment. Bon, on va terminer ici en fait. Je pense que j'ai assez dit et vous aussi, vous en avez peut-être marre de ce que j'ai déjà pu vous rabâcher et puis vous balancer. Donc, au-delà de la crise, en fait, c'est une crise, bien sûr. Qui dit crise dit aussi opportunité. Donc, vous allez bien comprendre de quoi est-ce que je fais référence. La crise de la masculinité contemporaine n'est pas qu'une tragédie, c'est aussi une opportunité historique de redéfinir ce qui signifie être un homme dans un monde qui a fondamentalement changé et qui va continuer à changer avec les évolutions technologiques, sociétales, etc. Nous avons quoi? Nous avons pour la première fois peut-être dans notre humanité, nous avons la possibilité de construire une masculinité qui ne soit ni une cage rigide, ni une absence d'identité. Une masculinité qui intègre à la fois notre héritage biologique et notre capacité de transcendance. Moi, je vous appelle vraiment, enfin, c'est un appel, hein, après, faites comme vous voulez. Donc, j'invite chaque homme ici qui écoute, en fait, ou qui va écouter cet audio, de réécouter encore à nouveau, bien sûr, et de se poser honnêtement les trois questions qui vont suivre. Qui suis-je au-delà de ce que la société attend de moi? Donc, ne pas tomber aux sirènes de la société, aux injonctions, etc. Donc, se poser vraiment la question, qui suis-je au-delà de ce que la société attend de moi? Quelle valeur m'est intrinsèque au-delà de ce que je peux fournir ou produire? Est-ce que, enfin, je ne suis pas uniquement qu'un produit du capital à aller travailler, métro, boulot, dodo et tout le reste, etc. Mais intrinsèquement, au sens être, etc. Quelle est ma valeur intrinsèque? Donc, apprendre à se connaître, on est dans cette optique-là, au-delà de ce que je peux fournir ou produire. Et la troisième question, c'est quels aspects de ma masculinité sont authentiques? Aspects au pluriel, bien sûr. Quels sont les aspects de ma masculinité qui sont authentiques et lesquels vont et lesquels, pardon, surtout, sont des performances pour les autres. C'est bien vraiment dissocier, catégoriser, nuancer, discerner sur ces aspects-là. Donc ça prend du temps, ça demande du questionnement, de la question d'aller en profondeur des choses. Parce qu'au final, en fait, si vous ne faites pas ces efforts-là d'aller comprendre réellement ce qui se passe, vous allez tomber au devant d'une grande menace en tant qu'homme, et surtout les hommes d'aujourd'hui. Moi, je pense que en fait, en soi, ce n'est pas vraiment le féminisme qui menace les hommes. Je sais, c'est très tentant et c'est aussi c'est un raccourci quelque part. Je pense, in fine, hein, si on creuse vraiment la question jusqu'au bout en toute logique, je pense que le féminisme également, peut-être le bienfait que je dirais dans le féminisme, c'est pour des personnes qui essaient de voir les choses de manière constructive, c'est de dire que ça permettra de questionner vraiment l'homme qui voudrait aller au-delà de ce que la société jusque-là nous avait peut-être mise dans une forme de cage, en fait, dans une forme d'injonction. Donc c'est vraiment la plus grande menace, je pense réellement,
si on va jusqu'au bout, qu'on s'entende bien, même si il y aurait à critiquer, beaucoup à dire sur le féminisme en fait. Donc, je pense qu'on pourrait, en tout cas, le capitalisme pour moi serait beaucoup plus néfaste que la partie féministe. Après, il y a des liens, bien évidemment, bien évidemment. On pourrait faire des ponts et établir des médiations jusqu'à en arriver euh, jusque-là. Mais donc, pour finir, en un seul mot, réécoutez encore à nouveau ce que je viens de vous dire, partagez ce contenu, c'est gratuit, ça, c'est vraiment intéressant, je pense, pour celles et ceux qui aimeraient réfléchir, qui aimeraient se poser les bonnes questions et aller au-delà de tout ce qui est euh, balancé, de tout ce qui est rapidement pré-pensé comme une forme de pense-bête, mais vraiment d'aller en profondeur et de questionner les choses dans leur substance réelle. Et si vous faites cet effort-là, vous, en tant qu'homme, et peut-être chez les femmes par inversion, vous allez vous mieux comprendre dans votre être, dans votre personne, dans votre personnalité au sein de cette société et mieux comprendre aussi, accepter votre ou améliorer votre identité dans un monde qui ne nous offre en fait plus de script tout à fait. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour d'autres sujets de ce genre. Il était quand même assez long et j'ai tenu à le terminer parce que je pense qu'il est essentiel pour ce genre de sujet d'aller vraiment en profondeur et de donner tout un tas d'idées en matière à réflexion, je dirais plutôt d'outils de pensée, d'outils. Donc, à vous maintenant, de votre côté, de continuer la réflexion et de vous approprier ce contenu. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.